Avant cet épisode, prenons un instant pour parler de votre entraînement. Les épisodes de Courir Mieux sont là pour vous aider dans votre entraînement et vous donner des clés pour progresser. Mais rien ne remplacera une planification personnalisée, cohérente avec vos objectifs, ainsi que pensée et suivie par un entraîneur qualifié. Et Courir Mieux vous propose aussi cela, avec 2 offres de coaching basées sur la recherche scientifique, sur une compréhension approfondie de la pratique et sur vos besoins à vous. Elles sont gérées par moi, Cyril Forestier, docteur en sciences du sport, coach diplômé spécialisé dans le trail et pratiquant. La première offre est centrée sur la course à pied et le trail. La deuxième offre vous accompagne plus largement en prenant en compte d'autres activités sportives comme le renfo, mais aussi la nutrition, le plan de course, la préparation mentale et bien plus encore. Les 2 offres ont le même but, vous entraîner pour que vous atteigniez vos meilleures performances en prenant du plaisir dans la pratique et en évitant les blessures. Je vous invite à consulter ces offres sur le site courir-mieux.fr et à me contacter si vous avez la moindre question ou si vous êtes intéressé. Je me ferai un plaisir de vous accompagner vers vos objectifs. Allez, place à l'épisode! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode. Dans ce Scientific Day, je vous propose de plonger avec moi au cœur d'un enjeu crucial pour tout sportif d'endurance, la gestion de l'allure en course, c'est-à-dire le pacing. Que vous soyez un athlète confirmé ou un débutant, comprendre et maîtriser le pacing peut transformer vos courses et vous aider à atteindre vos meilleures performances. Dans cet épisode, nous allons voir ensemble qu'est-ce que le pacing, pourquoi il est crucial, qu'est-ce qui détermine l'allure de course, et enfin, je vous donnerai quelques stratégies simples à mettre en place dans vos courses et vos entraînements pour travailler et améliorer ce pacing. C'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui, en contrôle, partie 1. En trail et en course à pied, le pacing fait référence à la gestion de l'effort et de l'allure pendant une course ou rarement pendant un entraînement. Le terme pacing renvoie donc à la manière dont un ou une athlète gère son allure en fonction de la distance et du terrain. Le but du pacing est de trouver le meilleur équilibre entre vitesse et endurance. En somme, adopter un bon pacing permet de gérer au mieux son effort et d'optimiser sa vitesse sur chaque portion sans mettre en péril notre rythme sur les portions à venir. On entend souvent parler de la capacité d'une personne à lisser l'effort pour parler du pacing. Par exemple, un bon pacing sur une course pourrait être reflété par une allure modérée dans les montées, des relances prudentes sur le plat et des descentes plus rapides, sans jamais avoir le sentiment d'avoir trop poussé, mais en sentant à l'arrivée qu'il ne nous reste pas beaucoup d'énergie en réserve. A l'inverse, un mauvais pacing pourrait être caractérisé par des montées, des plats ou des descentes trop rapides, obligeant à régulièrement ralentir car le rythme est trop soutenu. Une gestion d'allure sous-optimale pourrait aussi ressembler à des portions trop lentes, donnant le sentiment qu'on possède encore beaucoup d'énergie à l'arrivée et que nous aurions pu accélérer. Le pacing n'est donc pas que ne pas aller trop vite, mais également ne pas aller trop doucement. Une illustration du pacing que je trouve intéressant et que vous retrouverez sur le site courirmieux.fr concerne l'allure de Ludovic Pommeret pendant son UTMB 2023, en comparaison à Kylian Jornet ou Katy Scheidt sur l'UTMB 2022. En effet, l'évolution de la vitesse ajustée à la pente de Ludovic Pommeret sur cette compétition est beaucoup moins prononcée et beaucoup moins dégradée. On a une pente descendante, mais elle est beaucoup moins dégradée que Katy Scheidt ou Kylian Jornet qui ont beaucoup plus ralenti entre le début de la course et la fin de la course. Les schémas qui sont présentés sur le site le représentent très bien. Mais comment gérer son allure sur un trail et un ultra trail n'est pas simple, et la notion de bon pacing n'est pas si claire que ça. De plus, en trail et comparativement à la route, l'allure est difficile à appréhender. Ces dernières années, l'utilisation de l'allure ajustée à la pente est venue corriger un peu cela, en prenant en compte à minima l'inclinaison des portions dans le calcul de l'allure. Cependant, cette estimation découle d'un algorithme et est encore assez imparfaite. Une bonne gestion de l'allure en course, c'est-à-dire un bon pacing, permettrait d'optimiser la performance. Des études ont montré que sur marathon et sur 100 km sur route, les meilleures performances étaient permises par de faibles variations de la vitesse, c'est-à-dire une allure plutôt constante. En ultra-trail, le rôle de la gestion de l'allure dans la performance est peu exploré. De plus, des éléments liés au terrain, comme la pente, la technicité du terrain ou les obstacles naturels, ou encore la météo, par exemple la pluie, ou encore individuelle, comme la fatigue, rendent impossible de maintenir une allure parfaitement stable et imposent forcément des variations. En 2014, Hoffman a cherché à mieux comprendre le pacing en ultra-trail et dans quelle mesure ce pacing influence la performance. Pour cela, il a analysé les données réelles recueillies durant 24 ans. L'objectif de son étude est d'évaluer le rôle du pacing sur la performance en ultra-trail, avec des données réelles. Cette expérimentation permet également
d'identifier les meilleures stratégies de gestion d'allure en ultra-trail. Je vous propose de vous présenter cette étude. Entre 1985 et 2013, l'organisation de la Western States Endurance Race a recueilli les allures et les temps de course entre chaque ravitaillement sur les 24 épreuves. Cela a abouti à une division de la course en 10 segments de 16 km en moyenne chacun. Sur chacune de ces 24 courses, la vitesse moyenne sur ces 10 segments était récupérée pour les 5 premiers finishers, c'est-à-dire le top 5 au scratch, soit au total 24 courses x 5 finishers égale 120 participants. Pour des analyses secondaires, la course a également recueilli les vitesses pour le coureur ou la coureuse en tête à la fin de chaque segment, c'est-à-dire le lead runner, soit la première personne à arriver au ravitaillement qui marque la fin d'un segment. Ces données ont permis de calculer pour chaque coureur un coefficient de variation de l'allure, représentant le pacing de l'athlète, soit sa gestion de l'allure. Un haut coefficient reflète beaucoup d'accélération et de décélération, c'est-à-dire des variations d'allure importantes, et un bas coefficient reflète peu d'accélération et de décélération, c'est-à-dire des variations d'allure faibles. La formule, c'était l'écart type des vitesses par segment divisé par la vitesse moyenne du coureur, pour ceux que ça intéresse. Les premières analyses ont montré que les vainqueurs ne menaient pas toujours la course au premier segment, au premier ravitaillement des épreuves. Cependant, ils la menaient généralement autour du 126e kilomètre. C'était le cas dans 19 des 24 courses examinées. Les analyses ont aussi montré que le coefficient de variation de l'allure était significativement plus faible chez les vainqueurs, en moyenne de 11,9%, plus ou moins 2,3%, que pour les 4 autres premiers. En termes de résultats, on avait pour le premier 11,9% de variation, plus ou moins 2,3%. Pour les deuxièmes, en moyenne 13,6, plus ou moins 2,4%. Pour les troisièmes, 15,2, plus ou moins 3,1%. Pour les quatrièmes, 14,9%, plus ou moins 2,1%. Et pour le cinquième, 15,2%, plus ou moins 3%. Donc les premiers sur ces 24 courses avaient en moyenne moins de variation d'allure que les 2, 3, 4 et 5e. D'autres analyses ont révélé une corrélation positive et significative entre le coefficient de variation de l'allure et le temps total de course. Au plus ce coefficient était bas, c'est-à-dire un bon pacing, au plus le temps de course était bas également, c'est-à-dire une course rapide, et inversement. Pour les personnes qui le souhaitent, sur le site Courir Mieux avec l'article associé, vous trouverez un graphique qui résume cette corrélation. Je trouve intéressant de noter, dans cet épisode, que depuis la publication de cette étude, d'autres expérimentations sont venues confirmer ces résultats. Tan et al. En 2016 ont comparé 3 groupes de finishers d'un ultra-trail, la tête de peloton versus le milieu de peloton versus la fin de peloton. Leurs résultats ont aussi mis en avant que les athlètes du groupe tête de peloton avaient un rythme significativement plus régulier, c'est-à-dire un meilleur pacing, que ceux des 2 autres groupes. Similairement, Sutter et al. En 2020 ont également montré que les personnes avec une allure régulière entre les différents segments de l'UTMB finissaient en moyenne plus rapidement la course que les personnes avec une allure moins régulière, moins lissée. Une question que nous pourrions nous poser maintenant, c'est pourquoi est-ce que le pacing change ? En 2020, Gros-Lambert et al., Gros-Lambert étant mon invité dans la partie 2 de cet épisode que vous retrouverez en ligne, ont cherché à comprendre les facteurs physiologiques et psychologiques influençant les variations de l'allure, c'est-à-dire le pacing en trail et en running. Pour ce faire, ils ont mené une étude avec 10 participants. Les personnes devaient réaliser 8 boucles de 5,5 km avec un dénivelé d'environ 200 mètres, totalisant ainsi 40 km et 1000 mètres. À la fin de chaque boucle, les auteurs mesuraient différents facteurs biomécaniques comme la fréquence de pas ou les oscillations verticales, ainsi que des facteurs psychologiques comme la perception de la fatigue et du plaisir. D'autres mesures comme la fréquence cardiaque étaient également réalisées. Leurs analyses ont montré tout d'abord que l'allure moyenne changeait significativement entre le premier et le dernier tour. Ensuite, les statistiques ont révélé que 2 facteurs étaient significativement associés au pacing pendant les courses. D'une part, lorsque la puissance maximale de course diminuait, le pacing se dégradait. D'autre part, une diminution du plaisir éprouvé à courir était également associée à une détérioration du pacing. Selon ces auteurs, les changements d'allure en trail sont donc principalement dus à des variations dans les capacités de force et de vitesse musculaire, donc de puissance musculaire, ainsi que dans le plaisir ressenti pendant l'activité. Petite pause, si ce Scientific Day vous plaît, je vous invite à aimer la vidéo, la commenter, la partager et vous abonner à ma chaîne en activant les notifications pour ne rater aucune de mes publications. Je vous invite aussi à rejoindre Courir Mieux sur ses autres réseaux comme Instagram et le podcast disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site courirmieux.fr où vous retrouverez l'article associé à cet épisode et toutes les études scientifiques citées. Enfin, vous pouvez soutenir Courir Mieux et rejoindre sa communauté de passionnés de trail et de course
à pied sur Patreon. Les différents abonnements proposés vous donnent accès à de nombreux avantages, à des contenus exclusifs et à la possibilité de poser vos questions à mes invités. Le lien vers les offres est dans la description. Allez, on retourne à l'épisode. En 2023, Thornton publiait une revue de littérature sur les facteurs pouvant être associés au pacing en ultramarathon sur route ou en trail. Un des éléments qu'ils mettent en avant concerne le niveau de l'athlète. En effet, différentes études ont montré que comparativement aux plus expérimentés, les athlètes avec moins d'expérience commencent plus rapidement leur course par rapport à leur vitesse moyenne globale, puis ralentissent. En 2011, Lopez et Al ont mené un essai contrôlé randomisé pour voir s'il existait une relation entre l'hydratation en course et la gestion de l'allure. Cette équipe a demandé à 14 coureurs entraînés d'effectuer une course de trail de 12 km à la même intensité. Les personnes étaient réparties en deux groupes, un avec une hydratation dite normale et un en état de déshydratation, c'est-à-dire avec une restriction d'eau avant et pendant l'effort. Les résultats de cette étude montrent que la déshydratation ralentit la vitesse de course et augmente également le stress physiologique. Cela s'était observé par exemple à travers l'élévation de la température corporelle et des sensations de soif accrues. Ainsi, pour optimiser le pacing, il semble, d'après ces auteurs, important de s'hydrater suffisamment avant et pendant l'effort. Je vous en parlais d'ailleurs dans l'épisode sur l'hydratation disponible en ligne. De manière analogue, en 2008, Ellie et Al ont examiné l'effet de la température extérieure sur le pacing de marathoniens de différents niveaux. Leurs analyses ont d'abord montré qu'à des températures normales, les meilleurs coureurs, c'est-à-dire les 25 premiers, ralentissent peu pendant la course, tandis que les coureurs moins bons ralentissent significativement au cours de l'épreuve. En conditions chaudes, les meilleurs coureurs semblent davantage subir la chaleur et voient leur performance affectée négativement. À ma connaissance, il s'agit de la seule étude s'étant intéressée à l'effet de la température sur la capacité à maintenir une allure, mais ces résultats sont déjà intéressants. Ils suggèrent qu'en conditions chaudes, il sera peut-être plus difficile pour vous de maintenir un effort constant durant une épreuve. À ce jour, plusieurs études ont suggéré que le pacing était également largement déterminé par des caractéristiques psychologiques. Groenlambert et Hall en parlent en 2020, soulignant que la baisse du plaisir pendant la course est associée à un changement dans le pacing. En 2017, Elfering, Gesmer et Hall ont publié une grande revue de littérature sur les relations potentielles entre l'autocontrôle, aussi appelée autorégulation, c'est-à-dire la capacité générale, cognitive, à se contrôler, à réguler ses comportements, et les capacités de pacing des athlètes. Ces auteurs concluent que malgré le manque de preuves, les relations entre cette caractéristique mentale et la gestion de l'allure sont fortes et méritent plus d'études. Tucker, en 2009, fait une analyse intéressante du pacing. Selon cet auteur, la gestion de l'allure résulte de plusieurs facteurs, à savoir la durée ou la distance de l'épreuve à réaliser, la motivation, l'intensité perçue à un moment donné, et différentes afférences ou retours physiologiques tels que la fatigue musculaire ou les douleurs. Avec tous ces éléments en main, le système cognitif d'un individu peut décider de l'intensité à fournir dans l'exercice, donc de l'allure à adopter. À ce jour, les travaux sur les facteurs psychologiques associés au pacing sont rares. J'espère pouvoir mettre à jour cet épisode d'ici quelques années avec de nouvelles études sur le sujet. Maintenant, j'aimerais aborder avec vous comment améliorer le pacing. On l'a mentionné précédemment, le meilleur moyen de gérer son allure en trail et en ultra-trail est de viser la régularité. En pratique, plusieurs solutions peuvent vous aider à atteindre cette régularité et à ainsi obtenir un bon pacing. La plus élémentaire, mais souvent oubliée, est de ne pas partir trop vite. Un ultra-trail est long et semé d'épreuves, il est donc essentiel de se préserver au début. Mais je vous propose d'aller plus loin que ça. La revue de littérature de Thornton en 2023 utilise un terme intéressant. Il souligne que pour atteindre un bon pacing, il faut chercher à, je cite, minimiser le stress physiologique durant l'épreuve. Pour appuyer cette affirmation, il se base sur une étude qui a comparé deux groupes. Le premier groupe réalisait un exercice de 60 minutes avec des variations d'intensité aléatoires comprises entre 0 et 5% d'une intensité préétablie et jugée confortable. Le deuxième groupe réalisait le même exercice, mais avec cette fois des variations d'intensité aléatoires allant de 0 à 10%. Les résultats ont montré que le stress physiologique, mesuré par exemple par la consommation d'oxygène, la fréquence cardiaque moyenne, la consommation de glucose ou encore le taux de lactate sanguin et l'épuisement perçu, changeait peu dans le premier groupe avec des variations d'intensité de 5% maximum. En revanche, dans le second groupe, les variations d'intensité, comprises jusqu'à 10%, ont induit un stress physiologique significativement plus important et une puissance moyenne plus basse. Je vous propose donc maintenant quelques méthodes pour limiter ce stress physiologique.
Tout d'abord, vous pouvez regarder les temps que des personnes aux indices de performance similaires aux vôtres, par exemple UTMB Index ou ITRA, ont réalisé sur l'objectif que vous préparez les années précédentes. Une fois ces temps en tête, vous pouvez diviser votre objectif en le bon nombre de segments, par exemple le bon nombre de sections séparant des ravitaillements, estimer le temps que vous devriez mettre sur chacun de ces segments et faire votre maximum pour vous tenir à ces temps de passage. Ensuite, il est possible d'utiliser des alertes d'allure et de cardio. Alors en ultra-trail ou en trail, les alertes d'allure ne sont pas les plus pertinentes. Par exemple, si votre segment débute par une descente, l'allure moyenne annoncée sera d'abord trop haute et ensuite diminuera quand vous attaquerez la montée. Vous pouvez donc essayer d'avoir votre allure moyenne cible par segment en tête ou sur un papier sans programmer d'alerte. Une solution, ça peut être sinon d'utiliser une alerte de fréquence cardiaque. Cette dernière est une bonne représentation de l'effort que vous êtes en train de fournir. Aussi, essayez de ne pas dépasser un maximum cardiaque que vous êtes imposé ou de ne pas passer en dessous d'un minimum si vous avez peur de trop vous relâcher par moment. Peut-être des solutions pour vous aider à limiter vos variations d'allure en course, vos variations d'intensité pendant l'effort. Une autre stratégie peut être d'utiliser une montre cardio-GPS, une montre connectée qui propose une stratégie de gestion de l'allure. Par exemple, certaines Garmin intègrent la fonction Pace Pro qui vous propose des allures cibles en fonction du terrain, si vous avez chargé la trace au préalable dans la montre, et en fonction d'un objectif de temps que vous avez renseigné. Je suis pas extrêmement fan de cette option, mais certains sportifs adorent cette fonctionnalité et l'utilisent. Personnellement, je conseille aux athlètes que j'entraîne, et vous pourrez regarder mes offres de coaching que vous retrouverez sur couremieux.fr, je conseille de se fier à la fréquence cardiaque et aux sensations. Elles sont pour moi de bons reflets de l'effort fourni. Cela nécessite évidemment de se connaître et de se tester, par exemple sur des courses préparatrices ou des week-end shocks. Cependant, à mon sens, ce sont les stratégies les plus pertinentes en trail et en ultra. Pour gérer votre allure et votre intensité sur ce type d'épreuve, visez donc la stabilité et la constance de l'effort avec la stratégie qui vous convient le mieux et en ayant ce sentiment de lisser l'intensité. En conclusion, le pacing joue un rôle crucial dans les performances en trail et en ultra-trail. Les recherches montrent que maintenir une allure régulière permet non seulement d'optimiser la performance, mais aussi de mieux gérer les variations du terrain et les conditions environnementales. Cependant, il est également clair que de nombreux facteurs influencent le pacing, qu'ils soient physiologiques, comme la fatigue et l'hydratation, ou psychologiques, comme la motivation et la perception de plaisir. Pour les athlètes cherchant à améliorer leur pacing, il est donc essentiel de se concentrer sur la régularité de l'effort, sur le lissage du stress physiologique. Des stratégies telles que la planification des temps de passage, l'utilisation des alertes de fréquence cardiaque et l'adoption d'une approche basée sur les sensations personnelles peuvent être efficaces. Vous pouvez également utiliser des tableaux fantômes que certaines courses proposent et qui estiment vos allures, vos temps de passage sur les segments de la course. En fin de compte, bien que le pacing en trail et en ultra trail soit complexe et multifactoriel, une approche réfléchie et bien planifiée peut mener à des performances optimales et à une meilleure expérience de course. Voilà, c'est tout pour ce Scientific Day sur la gestion de l'allure en trail et en ultra trail. J'espère que son contenu vous a plu et vous a aidé à comprendre l'importance d'une bonne gestion de l'effort pour performer. Dans la partie 2, nous continuerons à explorer les subtilités du pacing avec mon invité Alain Gros-Lambert. Professeur en sciences du sport à l'Université de Franche-Comté, Alain travaille sur les mécanismes psychophysiologiques impliqués dans la régulation de l'effort en endurance. Je vous dis donc à très bientôt pour un nouvel épisode et n'oubliez pas que selon Edwards Deming, sans donner à l'appui, nous ne sommes qu'une personne de plus avec une opinion.